Je te propose qu'on fasse cet épisode en hommage à David Lynch, qui, comme Satoshi Kon, aimait beaucoup les rêves et qui est décédé il y a peu. Donc on fera pas d'épisode dédié à David Lynch parce qu'à mon avis, beaucoup de gens vont le faire. Et qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que juste d'aller regarder ses films et Twin Peaks. Mais je peux te raconter un rêve que j'ai fait il y a longtemps où il y avait David Lynch. Vas-y, continue. En fait, c'était quand j'étais en maîtrise, notre projet, c'était un long métrage. Et donc, c'était moi qui réalisais et j'allais diriger plusieurs acteurs. Moi, la direction d'acteurs, j'étais pas le plus expérimenté. Il y avait 6 acteurs à diriger en même temps. C'est pas une scène simple. Et donc, forcément, ça me faisait stresser un peu. Et donc, c'était 1h13 de film qu'on allait faire. Donc, quand même un gros projet. Voilà. Et la nuit de la veille du tournage, du début du tournage, en fait, je rêve. Et je suis dans un espèce de long couloir coloré, un peu comme dans La Montagne Sacrée, pour ceux qui connaissent, un espèce de tunnel comme ça. Et donc je commence à marcher et j'arrive et au bout, il y a David Lynch assis en tailleur. Et il y a, alors lui, il faisait de la méditation transcendantale, qui est à moitié une secte, où il y a le yogi, qui est un peu le... Alors je sais pas si exactement c'était lui, c'est un peu flou, qui est assis à côté de lui. Et donc il m'invite à m'asseoir et tout, et donc je lui dis comment faire, je me sens stressé, comment diriger des acteurs. Et il me dit laisse-les aller, t'inquiète pas, ça va aller, médite. Et il me dit médite chaque jour 2 fois, avant le tournage et après le tournage, et voilà, et détends-toi. Et ensuite il me fait fumer de la chicha, et je me sens vraiment me détendre, mais un peu comme si j'étais sous drogue et que je sentais mes muscles deviennent flasques et je perdais le contrôle de mes muscles. Et là, je fais, non, mais là, je suis beaucoup trop détendu, faut quand même que je puisse réagir, vous m'avez drogué, enfin, il y a de la drogue dedans. Il me fait, bah oui, évidemment. Et là, je me réveille, voilà, et le tournage s'est bien passé. C'est drôle que t'en parles parce que tu parlais justement des différents hommages qu'on pouvait faire. Et généralement, les gens ils vont parler d'un film qui est proche d'eux et qui les a marqués, mais surtout, ça permet de faire sortir plein de citations et plein de choses que Lynch avait fait. Et ce dont tu en parles, ça me fait rire parce que récemment, j'ai vu un extrait d'un interview de lui avec Paul McCartney qui parlait justement de lorsque les Beatles étaient allés voir Yogi pour faire de la méditation. Le monde est petit. 100K. Oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et je suis accompagné d'un futur parrain japonophile du nom de Louis. Bonjour Louis. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un film de Noël. Quoi de mieux par ce grand froid aléatoire qu'on avait il y a quelques temps en France pour essayer de sauvegarder cette ambiance magique qui a fait de Lilo et Stitch notre podcast le plus écouté avec un film abscon, cette fois-ci d'un grand réalisateur, car aujourd'hui on va parler de Tokyo Godfather par Satoshi Kon. Alors, première question, tu l'as découvert avec quel film Louis, Satoshi Kon ? Je pense que comme beaucoup, je l'ai découvert avec son premier film, Perfect Blue, qui est un peu traumatisant, et ensuite je pense que je l'ai découvert avec Millennium Actress. Et tu as une idée de quand tu l'as découvert ? Pas vraiment, non. Mais je sais que Millennium Actress, on l'a vu ensemble au cinéma parce qu'il les rediffuse quand même assez souvent. On va attaquer le film, mais avant, je vais en faire un petit résumé. Alors, Tokyo Godfather, c'est un film où on suit Jin, un homme ruiné, Anna, une femme transgenre versant dans le volontiers, plutôt le mélodramatique, et Miyuki, une adolescente fugueuse vivant tous dans la rue. Un soir de Noël à Tokyo, les 3 sans-abri trouvent un bébé au milieu des ordures et une clé de consigne de gare dans son couffin. Ils décident alors de retrouver la mère du nouveau-né, qu'ils appellent Kyoko en attendant, nom qui va revenir à plusieurs reprises dans le film. Commence pour eux une formidable aventure très spéciale qui les mènera à se confronter à leur passé dans des circonstances plus que surprenantes. Alors, c'est parti pour la question, Louis, ton avis sur le film ? Moi, j'adore vraiment ce film. C'est peut-être pas le plus abracadabrantesque de Satoshi Kon, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et je trouve qu'il arrive en même temps à être hyper dur et à être hyper réaliste sur certaines conditions, notamment la condition de SDF. Et en même temps, c'est un film qui est hyper joyeux, quoi. Et qui parle de beaucoup de choses qu'on voit pas souvent dans les films, notamment les films japonais aussi. Donc moi j'adore, c'est peut-être mon film de Satoshi Kon préféré. Oh. Alors que pourtant je crois que c'est pas son scénario,
Bah après, je sais qu'il a beaucoup modifié son scénario et que c'est aussi une proposition. Son producteur était très impliqué et qu'il l'a fait aussi pour répondre à une demande un petit peu commerciale parce que Millennium Actress, qui était sorti un an auparavant, en 2022, avait pas du tout marché, quoi. En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est un film qui s'éloigne de ses thématiques habituelles, ou plutôt de la façon dont il les exprime. C'est-à-dire que si tu prends Paprika, Millennium Actress, t'as toujours un mélange de réel et de fiction. Et là, t'as un truc où tu le perds. Par exemple, t'as une scène où, je sais pas si tu te souviens, où en gros, Jean est sur le point de mourir dans une rue, et t'as une fée qui lui apparaît, qui lui demande de choisir soit qu'elle appelle les urgences, soit qu'elle lui donne ses pouvoirs, et lui, il choisit les urgences. Et c'est une scène qui est très bizarre avant de te rendre compte. En fait, c'est juste une femme qui est déguisée parce qu'elle travaille dans un salon particulier qui est juste à côté. Mais t'as pas ce même truc de se demander à chaque fois est-ce qu'on est dans le réel, est-ce qu'on est dans la fiction. T'as des événements qui arrivent, mais tu pars du principe qu'ils sont tous réels. Et tu parlais du scénario, et le scénario c'est Keiko Nobumoto, qui est en fait un scénariste où je trouve qu'on retrouve bien la patte parce qu'on a affaire à une comédie noire un peu burlesque avec pas mal de petits côtés nostalgie. C'est pas exactement de la nostalgie, mais il y a le passé en fait qui est très important et qui est présent en filigrane. Et ce scénariste, c'est un scénariste qui a travaillé sur Cowboy Bebop, donc tu retrouves bien l'ambiance un peu nostalgique, et Samouraï Champloo, enfin nostalgie, mélancolie. Donc je trouve que tu ressens à travers le scénario entre guillemets qui est derrière, avec ce lien avec le passé qui est vu un peu comme irréparable. Et c'est intéressant parce que c'est une question que tu auras beaucoup dans le film. Est-ce qu'on a besoin de réparer le passé et est-ce qu'on doit réparer en soi le passé? Et Keiko Nobuto, il nous a aussi quitté assez récemment parce qu'il nous a quitté en 2021. Donc on perd beaucoup de monde en ce moment. Et c'est marrant que tu parles de passé. En fait, Satoshi Kon, lui, dans ses films, il disait qu'il considérait que le passé et le futur coexistaient. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours des allers-retours, soit temporels, soit dans les rêves. On voit quand même qu'il y a aussi des flashbacks dans ce film-là. Et effectivement, les trois personnages que tu as cités tout à l'heure, ils vont être dans une démarche de rédemption, ou en tout cas de revenir vers leur passé. Et cet enfant qu'ils trouvent va être en fait une excuse pour une espèce de longue déambulation qui ne s'arrête jamais. Et ce qui peut faire aussi que le film est un peu... on ne sait pas trop où il va, quoi, parce qu'il se laisse porter par où est-ce que le bébé les emmène, où est-ce que leur enquête un peu les emmène. Mais vont tous les trois finalement réussir à affronter leur passé ou leur futur, parce que le personnage Jean de SDF alcoolique va rencontrer un autre personnage plus vieux que lui qui va être un peu un espèce de parallèle avec, de lui, où on voit qu'il se ressemble et il se voit lui vieux d'une certaine manière. Et donc ils vont tous avoir ce travail-là de devoir aller affronter leur passé et leurs démons. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que vraiment c'est un film de Noël où de base, elle fait un vœu, elle fait le vœu de trouver cet enfant-là. Donc Anna fait le vœu, en fait, à une crèche, à un moment de Noël, de trouver cet enfant-là. Et ensuite, va y avoir beaucoup de sérendipité, c'est-à-dire le fait de trouver des choses par un heureux hasard. Et en fait, à chaque fois, ils vont rencontrer des gens, comme si c'était un peu la magie de Noël. Et même tout à la fin, il y a une scène hyper belle que je vais pas vraiment dévoiler, mais où tout à coup, il y a un arrêt dans la narration et on voit la neige et le soleil qui se lève et en fait comme si la magie de Noël opérait. Alors qu'on est dans un milieu qui est hyper cru, les SDF, je trouve que le film arrive vraiment à parler de la situation d'itinérance de manière assez bien, en même temps de manière cruelle parce qu'ils sont pas non plus... Il n'y a pas de misérabilisme dans leur situation, je trouve, et l'animation permet ça, tu vois, parce que c'est moins... on va dire que ça permet de mieux accepter ce qu'on voit. Tu vois, on voit qu'ils puent dans les transports en commun, etc. Et je pense que si on les avait vraiment filmés, bah, c'est des choses qui peut-être sont moins... qui sont plus dures, donc l'animation permet d'adoucir ça, et en même temps... On ne juge pas ces personnages, on est avec eux, ils sont pas parfaits, on les voit avec leurs défauts, leurs qualités, etc. Et ça arrive sans les juger, à pas non plus être dans regarder comment c'est dur cette situation, etc. Ils ont vraiment une puissance et une force en fait, et c'est ça que je trouve assez fort dans cette représentation-là
des SDF. Ouais, comme tu l'as dit, l'animation adoucit la dureté un peu de leur vie, notamment parce que Satoshi il fait un truc qu'il aime beaucoup faire, c'est au niveau de l'animation des visages. Il a un truc, surtout dans ce film, où il va souvent faire des disproportions pour montrer généralement le manque d'élégance des personnages. Mais encore une fois, il nous fait une animation aux petits oignons, notamment dans tout ce qui va être, par exemple, l'inertie dans la neige, quand tu as besoin de courir, et notamment à la fin où tu as un petit côté course-poursuite pour avoir un final tout en action. C'est intéressant que tu parlais de pérégrination parce que c'est exactement le cas de ce qui se passe. C'est ce qu'ils font en fait. Ils vivent une aventure. Cette fois, ils doivent pas détruire un anneau. Ils doivent juste aller ramener un bébé à sa mère. Et tu as une pérégrination assez plaisante dans un Tokyo enneigé où il fait froid, ce qui est aussi une menace pour les SDF parce que dès le début, on pose le fait qu'ils ont besoin de se chauffer et de manger. Petite balade dans la vie qui est renforcée par Anna justement qui fait à 2-3 reprises des haïkus pour qu'on prenne le temps de se poser et d'admirer le paysage. Mais je reviendrai sur ce que tu disais quand tu disais qu'il voit une version de lui un peu plus vieux. Moi je me suis posé la question si Tokyo Godfather c'était pas un mélange de plusieurs histoires de Noël. Alors déjà le film il s'ouvre sur eux qui sont en effet dans une église en train de regarder une pièce qui représente la crèche avec la naissance de Jésus, et tu comprends juste derrière que c'est fait par l'église catholique qui derrière donne aux SDF de quoi se nourrir. Et tu retrouves cette idée des rois mages justement au moment où ils trouvent les bébés. Le bébé, ils sont tous les trois, c'est un bébé qui sort un peu de nulle part. Tu retrouves ça avec justement Jean qui se voit plus vieux et qui fait un peu référence à mes yeux à l'histoire de Dickens sur justement Monsieur Scrooge et les trois fantômes qui viennent le voir. T'as cette vision du futur lui, c'est-à-dire vieux tout seul juste après qu'il se soit séparé de son trio qui est tout seul dans ses déchets et qui meurt. T'as aussi lui au passé parce que Kyoko c'est un nom qui est important dans son histoire à lui et la majorité des personnages féminins qu'ils vont rencontrer par hasard ils vont porter le même nom. Et le seul truc que je pourrais dire qui est l'équivalent du présent, c'est à un moment où il croise un ami avec lequel qui le reconnaît et avec lequel il marche. Mais pour moi, alors j'ai peut-être raté d'autres mélanges d'histoires, mais je trouve qu'il y a ce petit côté-là, notamment tous les petits miracles qui arrivent au fur et à mesure, qui racontent des histoires qui sont intéressantes, parce que tu n'as pas seulement cette idée de parler des SDF, tu as aussi la question de l'immigration qui débarque à un moment et qui est extrêmement efficace avec ce jeune homme et sa fille, ce jeune homme et sa femme qui habitent un peu dans des quartiers assez isolés à Tokyo et qui parlent pas beaucoup japonais justement, qui eux parlent espagnol. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ce point de vue-là, surtout qu'on sait qu'il est lié à la criminalité, mais dans son intervention, elle est assez, c'est particulier ce qu'il en montre. Ouais, ils sont hyper touchants par rapport à leur famille et enfin donc il y a toute une scène où en fait elle se fait kidnapper puis elle commence à se lier d'amitié, mais pas en mode syndrome de Stockholm, genre vraiment elle se lie d'amitié et c'est même ses ravisseurs qui vont qui vont lui convaincre d'appeler son père quoi, de réappeler son père à la plus jeune des trois SDF. Et t'as vraiment tout ça en fait, quelque chose de dramatique devient finalement une force, où finalement, tout à coup, il y en a un qui se fait tabasser, donc des SDF, et puis en fait, à l'hôpital, ça lui permet de retrouver sa fille. Et il y a comme cette espèce en fait, la thématique du hasard et surtout ouais, c'est ça, de la bonne coïncidence, elle est hyper présente et ça rajoute un côté comique, quoi, parce qu'à la fin, ils en jouent en mode non, mais c'est pas possible, tout le monde arrive à retrouver sa. Tokyo, c'est vraiment immense, quoi. Donc la probabilité de retomber sur sa famille comme ça, elle est vraiment toute petite, où ils arrivent dans une scène et puis ils arrivent à tous à se retrouver. Et je trouve que ça crée en même temps du comique et en même temps, pour un film de Noël, du baume au cœur. Ça va aussi, je trouve, avec toute la graphique qui se passe en hiver, mais qui pourtant, les couleurs sont hyper chaleureuses, quoi. On est vraiment dans du orange sombre, marron, jaune avec les couleurs. Ça crée un espèce de cocon comme ça qui est hyper touchant. Tous les miracles qui se produisent, ils amènent l'histoire, mais ce qui fonctionne dedans, c'est que en fait, c'est des petits trucs qui leur arrivent et ils vont les lier à leur histoire. Alors pour Jean, c'est vraiment des trucs carrément qui lui arrivent. On peut pas dire non, c'est le hasard et tout, parce qu'il rencontre
quand il y a les prénoms Kyoko, on se dit ah c'est marrant, c'est le hasard. Quand il rencontre des anciennes personnes qui ont travaillé avec lui et qui ont fait un sale tour, c'est plus que du hasard. Enfin, c'est du hasard, mais c'est pas juste des références. Mais pour la plupart des personnages, si on reprend l'histoire de la fille Miyuki, le fait qu'elle tombe sur une femme hispanique et qui commence à évoquer son père, c'est des moments de l'histoire où on va vivre quelque chose, on va se dire tiens c'est drôle, ça me rappelle un truc qui est lié à ma vie, ce qui est un truc qu'on peut faire tous les jours dès qu'on va voir quelqu'un ou qu'on va entendre un mot, on va se dire tiens ça me rappelle un truc que j'ai vécu, c'est exactement pareil et ça permet de faire ce retour dans le passé qui nous emmène à tout cet espace mélancolique. Au départ j'ai dit que c'était une comédie. C'est une comédie qui vacille entre noir et burlesque parce que tu as des moments qui sont très durs, le fait que ce soit des SDF, mais tu as aussi des moments qui sont assez drôles et vraiment dans le burlesque, dans l'exagération et dans le rire, notamment avec Anna qui est transgenre, mais qui a travaillé dans une sorte de bar où c'était ça la thématique, et du coup tu as des drag queens, tu as aussi des trans, et tu as un dialogue qui est assez sombre où en gros on apprend que Anna était en couple mais qu'elle a perdu son homme, et tu as l'ancienne dirigeante qui s'appelle Maman, donc je ne sais pas si c'est sa mère ou juste la directrice, et elle lui demande s'il est mort du sida, et il lui répond non, il a juste glissé sur une savonnette, et elle sort la phrase philosophique ah, la mort nous guette vraiment à chaque coin de rue, et juste derrière tu te retrouves avec des trucs qui sont beaucoup plus subtils, justement quand tu passes du kidnapping de Miyuki à un moment qui devient intime où on peut enfin parler de son père, un moment qui est vraiment très fort parce qu'on a deux personnes qui parlent pas vraiment la même langue mais qui arrivent à communiquer à travers justement ce passé. Ouais, mais Anna, je pense que c'est mon personnage préféré du trio parce que parce qu'elle fait des haïkus, je te connais lui. Elle fait des haïkus et puis bah ouais, c'est vraiment une queen quoi, c'est une drama queen, etc. Et donc je trouve qu'il y a vraiment une intersectionnalité entre le fait que elle soit même si c'est souvent le cas, hein, il y a beaucoup de personnes transgenres qui sont prolétaires quoi. Donc là-dedans et c'est hyper intéressant et que le personnage surtout au Japon, où qui est quand même très conservateur, où c'est pas du tout jugeant par rapport à ça, et c'est jamais une affaire, etc. Enfin, j'ai jamais vu ça dans ni un film d'animation, ni un film japonais, dans lequel ce n'est pas un sujet. C'est un sujet dans le sens où c'est là, mais en fait, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça, et je trouve ça quand même assez bien en fait cette représentation là. En plus c'est le moteur parce que c'est elle qui veut de base garder le bébé et ensuite qui est extrêmement motivée pour le rendre, c'est elle qui a tous les déjà les haïkus qui sont les moments où on se pose, mais aussi tous les moments mélodramatiques où elle exagère en grande pompe, et c'est un personnage qui est dans dans cette famille recomposée qui est finalement la mère. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que dès le départ elle dit qu'elle voudrait un bébé et tout, et que peut-être ça lui arrivera comme pour Marie, on sait pas les pouvoirs de Dieu et tout, ce qui est une introduction qui fonctionne beaucoup, mais un peu comme ce qu'on avait fait pour Lilo et Stitch, c'est-à-dire que là on se retrouve sur un film qui tourne beaucoup autour de la famille, et c'est intéressant parce que justement l'essence des SDF c'est un peu entre guillemets d'être isolé, mais ici c'est un isolement entre guillemets par choix, dans le sens où ils ont tous peur de reprendre contact avec la famille, et surtout la peur qu'ils soient déçus. Pour Miyuki c'est son lien avec son père où elle a fait un truc affreux et elle est certaine qu'elle peut rien faire pour revenir. Anna c'est pareil, elle s'est coupée du reste, mais c'est parce que elle a vraiment eu cette descente aux enfers où elle avait enfin trouvé l'amour qu'elle a perdu, et elle ne savait pas comment revenir vers sa mère. Et tu as pareil avec Jin qui pour lui a détruit sa famille et ne veut pas justement reprendre contact avec eux, même s'il désire énormément, de peur qu'ils voient ce qu'il est devenu. C'est drôle du coup d'avoir une famille SDF recomposée avec ce bébé qui trouve par hasard, sachant que tu as eu l'histoire des rois mages au tout début, et que quand tu prends justement l'histoire de Jésus, de Marie et de Joseph, c'est littéralement une famille recomposée avec Joseph qui va élever un enfant qui n'est pas le sien, et Marie qui a eu un enfant non pas de ce mari. Du coup ça fonctionne bien au niveau du contact. Tu as aussi une relation générationnelle qui marche beaucoup dans le film, que Jin avait une fille qu'il n'a pas, qu'il ne peut plus voir, et du coup il va rejeter tout ce côté un peu père et de protection sur Miyuki, qui elle justement en manque de père va un peu le transposer sur lui, et ça fonctionne beaucoup parce que elle est adolescente et t'as vraiment ce problème générationnel entre les deux qui ont du mal à s'entendre mais qui en même temps arrivent à fonctionner parce qu'ils transposent
leur manque respectif de leur famille. Bah, clairement, ça se voit qu'ils font tous des transferts les uns sur les autres, ou ça fait une famille recomposée avec même une famille nucléaire, quoi, avec un enfant, une mère, un père, et ils adoptent un petit enfant. Mais même eux, leur relation aux trois est assez touchante, en fait, et chaleureuse, je trouve. Un exemple que j'aime beaucoup, justement, de sérendipité, c'est le moment où ils sont dans le cimetière. Et ça, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. En gros, ils sont dans un cimetière, ils essayent de choper les cadeaux aux morts pour trouver de la nourriture. Et en fait, il se trouve que ils trouvent rien pour les enfants, quoi. Et en fait, ils tombent sur une tombe d'un enfant qui est mort. Et donc, c'est horrible. Et je trouve que ça représente bien tout ce film-là où ils vont trouver un enfant qui est mort. Et donc, mais sauf que du coup, les offrandes à cet enfant, c'est de la nourriture pour enfants, des couches, etc. Donc, eux, ils vont pouvoir l'utiliser ils vont pouvoir l'utiliser pour leur propre enfant, enfin l'enfant qu'ils sont en train de garder. Et je trouve que c'est assez beau et mélancolique de voir qu'il y a du joyeux dans l'affreux dans cet enfant mort finalement. Ils vont réussir à trouver, grâce à cet enfant mort, justement de quoi nourrir l'enfant qu'ils gardent. Et je trouve que tout le film est représenté comme ça, en mode dans le malheur, il y a des choses belles qui arrivent et il faut se concentrer sur ces choses belles, sur ces reconstructions familiales, sur la famille qu'on a présentement. Et toute cette scène-là, en fait, est assez... Alors, ça peut être aussi un petit peu négatif, dans le sens où on peut se dire, ça veut dire qu'il faut du malheur pour du bonheur. Mais en fait, ça parle un peu de ce cycle de la vie-là, que va y avoir du malheur et du bonheur. Et c'est ça, la vie, en fait. C'est que des périodes comme ça. Des ténèbres et puis de la lumière, quoi. Ce serait lynchien comme fin de phrase. Toi aussi, t'es en train d'enregistrer cette émission avec des lunettes de soleil parce que le futur est trop lumineux. I see the future and the future is bright. En ce moment, c'est pas top, vu ce qui se passe en ce moment dans le monde. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi se concentrer sur les bonnes choses qui existent, tu vois, notamment en France, par exemple, la sécurité sociale, le déjà la communiste en quelque sorte. Mais bon, c'est un autre sujet. Tu veux un fun fact que je sais pas du tout où placer dans la vidéo? Ouais, vas-y. J'ai pensé à toi parce que le musicien c'est Keiichi Suzuki et c'est le compositeur de Earthbound. Et en fait, Earthbound c'est un jeu en France qu'on connaît pas du tout sur ce nom-là. Par contre, on connaît l'un de ses personnages principaux parce que l'un des personnages principaux de ce jeu, c'est Ness, qui est dans les jeux Smash Bros. Du coup, la personne qui a fait la musique des jeux de NES sur Nintendo, c'est le mec qui fait la musique de Tokyo Godfather. Voilà, je savais pas où caser cette news, mais ça m'a fait beaucoup rire de la découvrir. En tout cas, c'est assez touchant. J'ai vu, je conseille aussi, pour si vous aimez Satoshi Kon, de voir, c'est un film français d'ailleurs, qui s'appelle Satoshi Kon l'illusionniste, qui est un documentaire pas très long de 1h20, et ça revient un peu sur le parcours de Satoshi Kon de manière assez chronologique. Et donc au début, on voit beaucoup de réalisateurs, réalisatrices, je ne crois pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas de femmes, mais en tout cas, on voit beaucoup de gros noms, notamment de l'animation évidemment, Mamoru Oshii, etc. Et même des réalisateurs, je crois qu'il y a Christopher Nolan, mais je suis pas sûr. Mais parler de Satoshi Kon en mode c'est une grosse inspiration. Mais je pense qu'il y a Christopher Nolan parce que Inception c'est vachement inspiré de Paprika. Je pense qu'il doit y avoir Darren Aronofsky parce que tu peux pas faire mieux en termes de personnes qui s'inspirent, limite plagient Satoshi Kon que Darren Aronofsky. Parce que depuis que j'ai vu Perfect Blue, à chaque fois que je regarde Black Swan, ça me dérange à quel point. En fait, ça me fait pareil que pour Les Infiltrés et Internal Affair. C'est que je suis en mode ouais, j'aime bien Les Infiltrés de Scorsese parce que c'est Scorsese derrière la caméra, mais j'ai déjà vu ce film, je connais déjà cette histoire, et quand je regarde maintenant Black Swan de d'Aronofsky, je suis pareil, je me dis ouais, c'est bien parce que c'est Aronofsky derrière la caméra. Par contre, j'ai déjà vu ce film, il s'appelle Perfect Blue. Mais oui, c'est vrai, il y a Darren Aronofsky, t'as raison en plus. T'as pas vu le film et tu t'en souviens mieux que moi. Ouais, parce que j'ai envie de le voir, donc j'ai regardé la bande-annonce plusieurs fois. Mais c'est assez étonnant de voir que Satoshi Kon, dans le milieu d'animation, je pense dans un certain milieu niche, il est quand même assez connu, mais dans le grand public, c'est pas non plus le réalisateur. C'est sûr que comparé à Miyazaki, il est moins connu. Mais par contre, tu vois plein de gros noms hyper connus, et en fait, c'est un pilier de référence, quoi. Et malheureusement, il est mort jeune, donc on n'aura pas vraiment on n'aura pas beaucoup d'autres films de lui. On n'aura pas d'autres productions, ouais. On n'aura pas d'autres productions de lui. Alors, et de base, il était mangaka, donc il y a quelques mangas qu'il a fait aussi, notamment un qui s'appelle Fossile de rêve,
qui est des recueils d'histoires courts. Et apparemment, il était très... il voulait être un génie et il se pensait être un génie. Donc, il était très exigeant en tout cas. Donc, tu sens aussi que les gens qui ont collaboré avec lui, ils le voyaient un peu comme un control freak. Donc, mais il a quand même inspiré beaucoup, beaucoup de gens. C'est ce que tu dis, c'est qu'il est mort jeune, donc c'est compliqué pour les gens d'aujourd'hui de connaître son travail. En tout cas, pour les gens, pas pour les cinéphiles, parce que quand tu t'intéresses à l'animation, tu vas forcément tomber sur lui. Mais c'est vrai qu'il est mort en 2010, il avait 46 ans, il a fait en tout 4 films, je crois, dont Perfect Blue, c'est le premier, ensuite t'as Millennium Actress, qui est le deuxième. T'as Tokyo Godfather, t'as aussi un truc qui fait... il participe à Memories en tant que scénariste ou animateur, il termine sur Paprika. Il fait la série Paranoia à Jean, qu'il faut que je remonte parce que quand je l'avais vu, j'y étais totalement opaque. Et ensuite, j'ai découvert qui était Satoshi Kon. Et j'ai hâte de retrouver ces thématiques dedans. Mais en 4 films et plus une série et d'autres travaux, il a réussi à inspirer énormément de choses. Et c'est pas un hasard si dans Aronofsky, tu retrouves vraiment ce lien entre est-ce la réalité, est-ce la fiction, avec ces personnalités qui sont publiques et à la fois pas publiques. Si tu prends la mère dans Requiem for a Dream, si tu prends notamment Black Swan, ce côté double personnalité, tu retrouves, et que ce soit Nolan, son Inception et Paprika, c'est difficile de ne pas voir les liens. Surtout quand il fait des plans qui font littéralement référence à Paprika, notamment dans ce couloir d'hôtel qui se déforme. Et ce qui marque beaucoup, c'est aussi les thèmes qu'il aborde. C'est-à-dire, si tu prends Perfect Blue, t'as vraiment un trailer érotique qui est un peu dans la vibe de tout ce que proposaient les Basic Instinct à une époque. Si tu prends Millennium Actress, c'est drôle parce que tu retombes plus à un biopic qui raconte une partie de la vie et t'es plus proche d'une sorte de Citizen Kane. Tokyo Godfather, c'est vraiment le truc vraiment à part avec ce côté vidure et burlesque. Et voilà. Et Paprika, c'est autre chose parce que on pourrait en parler comme c'est un film policier en soi, mais avec une couche de SF. Et c'est intéressant parce qu'il y a très peu de réalisateurs qui changent autant de thématiques, même si tu as autant de genres, parce que tu retrouves ces thématiques à chaque fois. Et par exemple, la personne qui change le plus de genres, c'est Steven Spielberg. Steven Spielberg, il a tout réalisé, il peut tout réaliser. Et ce qui me rend triste, c'est des bons films, quoi. Sauf des mauvais films. Tu veux dire que... Attends. Tu veux dire que soit c'est des chefs-d'œuvre, soit ils sont mauvais? T'as pas vu Ready Player One? Si, mais j'adore Ready Player One. T'aimes bien plus Ready Player One? J'adore Ready Player One. Bon, on en parlera à un autre moment. On en parlera quand on parlera de multivers. Mais il a touché à tout. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je me dis que si Satoshi Kon, il avait eu plus de temps, il aurait fait pareil. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui manquerait à sa filmographie, entre guillemets, c'est éventuellement un film d'horreur. Mais ça, c'est parce que j'adore les films d'horreur. Mais je suis sûr qu'il serait en mesure de faire un truc, une parodie un peu de Disney, un truc un peu conte de fées, fantasy. Ça aurait été aussi incroyable dans ses travaux. Ça, on ne le saura pas. Mais par contre, dans ses inspirations à lui, il cite souvent les films de Terry Gilliam avec le mélange rêve et réalité. Terry Gilliam, dont on a fait 2 épisodes, si vous voulez aller les écouter. Waouh, tu veux dire qu'on a réussi à faire une référence à Lilo et Stitch et à 2 podcasts de Terry Gilliam? On a réussi à faire 3 références. C'est moi ou tout est connecté, Louis? Est-ce que tout est connecté ou alors on est juste super bon en marketing? Je pense qu'on n'est pas bon en marketing, mais qu'on est doué pour faire référence à nos précédents travaux. Je pense aussi. Il y a un dernier point avant de terminer ce podcast qui va être intéressant, c'est la fin. Parce que la fin, elle part vraiment en film d'action. En fait, tout le film a un rythme assez posé avec des moments où ça s'accélère, des moments qui sont très calmes. Mais la fin, c'est vraiment un enchaînement d'action par rapport au dernier avancement qu'a pris l'histoire et qui est vraiment aussi improbable que jouissif dans ce Tokyo assez particulier. Et c'est intéressant parce que c'est le moment où je parlais de l'animation et je parlais de l'action et c'est quelque chose qui est beaucoup marqué à la fin parce qu'on a une sorte de tempête qui mélange émotion et action qui, je trouve, en fait une fin extrêmement détonnante. Surtout que je crois qu'à un moment, il y a une phrase qui est évoquée en disant « Ici, on n'est pas dans un film d'action » avant que justement on ait toute cette partie qui fasse film d'action. Alors, si vous voulez découvrir le film et que vous ne l'avez pas vu, acceptez de vous laisser guider et porter. Parce que je sais que le film a rebuté plusieurs personnes avec qui j'en ai discuté. Parce que je pense que comme il n'a pas de structure narrative, vous attendez pas à une structure classique. Et en fait, peut-être qu'on peut se demander un peu où est-ce que ça va. Donc voilà, accepter ce fait-là.
Et sachez que si vous aimez bien que les personnages ont un objectif clair et défini, ça va pas être le cas dans ce film. Il faut vraiment accepter de se laisser porter par les personnages plus que par l'intrigue et par le hasard des choses, en fait. C'était l'épisode de Projection perdue sur Tokyo Godfather de Satoshi Kon pour notre podcast cinéma. Un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi-même, Damien. Cher public perdu, j'espère vous reparler très vite et à toi aussi, Louis. Tu veux, j'ai écrit un haïku. Je veux bien que tu lances un haïku maintenant. Attends, je finis de l'écrire. Alors, Louis, pour terminer cette émission, j'aimerais bien qu'on évoque un truc qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est le titre. C'est bon, j'ai fini d'écrire mon haïku. Est-ce que tu as un sens à lui donner ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Tokyo, c'est logique parce que ça se passe à Tokyo et il y a une importance de la ville qui est vraiment énorme. Et Satoshi Kon voulait vraiment représenter des quartiers qui ne sont pas du tout représentés. Je connais malheureusement pas assez bien Tokyo pour connaître exactement, mais tout est très réaliste et c'est vraiment des lieux qui existent. Et il y a vraiment un travail dans les détails de la ville et dans ce côté très urbain. Donc, ce qui est logique parce que ils se baladent partout dans Tokyo et je trouve que c'est logique que ça arrive dans le titre. Et Godfather parce que il y a ce côté religieux et chrétien aussi, mine de rien. Et puis, Godfather, pour moi, c'est le fait qu'ils s'occupent de cet enfant-là comme si c'était leur parrain, quoi. Oui. Parrain ou roi mage. Mais je pense que sûrement certains urbanistes pourraient vraiment regarder le film avec plaisir aussi. Donc si tu veux, j'ai écrit un haïku pour finir. Vas-y. Comme la rivière, le temps coule dans la neige d'hiver. Merci Anna. Tu veux que je te le dise en japonais ? Oh ouais, grave. Je sais pas le dire.